Merci, Monsieur le Président. Comme à chaque fois que, bien sûr, une commission des lois m'invite à expliquer l'action du gouvernement, j'y réponds favorablement. Je m'en excuse si vers 18 h, comme je vous l'ai dit, je vous demande de quitter votre commission, car je préside d'autres réunions de sécurité, puisque si la situation est calme, elle est à surveiller, comme vous l'avez dit vous-même, Monsieur le Président, après ces moments extrêmement difficiles. Le mardi 27 juin 2023, à 8h16, avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie à Nanterre, des effectifs de la DOPC, c'est-à-dire le service de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police, ont voulu procéder au contrôle d'un véhicule avec 3 individus à son bord qui circulaient manifestement sur une voie de bus. Le conducteur de la voiture immatriculée en Pologne, mais non signalée volée, a refusé d'obtempérer, d'après le rapport de la police nationale, aux injonctions des policiers, puis a fini par couper le contact passage François Arago à Nanterre. Le conducteur a alors manifestement subitement redémarré. Le fonctionnaire de police, comme tout le monde l'a vu sur cette vidéo, a fait usage à une reprise de son arme administrative. Il s'agissait d'un policier expérimenté de 38 ans qui ne connaissait aucune difficulté dans son casier et qui a même été décoré à plusieurs reprises. Il était accompagné par un autre policier expérimenté de 40 ans qui lui aussi ne connaissait pas de difficultés particulières avec son administration. Le véhicule a fini sa course en s'encastrant dans une barrière et un poteau. Le conducteur, qui manifestement a été blessé au thorax, était en arrêt cardio-respiratoire. Les effectifs de police qui sont arrivés ont prodigué un premier massage cardiaque avant l'arrivée des sapeurs-pompiers du SAMU qui ont pris le relais, mais le conducteur blessé a été déclaré décédé à 9h15. Le premier passager arrière, toujours dans le véhicule, a été immédiatement interpellé. Le deuxième passager, non identifié au moment des faits, a pris la fuite. Il a depuis, chacun l'a vu, été identifié, c'est d'ailleurs exprimé dans les médias. Il a été contrôlé dans la nuit du samedi 1er juillet en violation d'un contrôle judiciaire sur ses horaires de sortie et placé en rétention judiciaire. Il a été remis à l'issue de la mesure assez civilement responsable, puisqu'il était, comme le conducteur, non majeur au moment des faits. Le procureur de la République a saisi l'inspection générale de la police nationale et nous avons fait pareil en administratif au même moment. Et ceux-là ont mené l'enquête. Vous avez vu qu'ils ont mis en garde à vue les policiers. Le policier qui a utilisé son tir administratif. Au bout de 48 heures, le policier a été présenté devant des magistrats instructeurs. Une information judiciaire a été ouverte. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il ne m'appartient pas plus en amont de discuter évidemment de l'enquête judiciaire ni des suites judiciaires. Ce sera évidemment au parquet ou à la chancellerie de communiquer. À la suite évidemment de cet événement absolument dramatique pour lequel je crois très rapidement le gouvernement a fait transparence et a utilisé, me semble-t-il, les mots qu'il convenait, tout en rappelant que ce policier a le droit, comme toute personne, à la présomption d'innocence tant qu'il n'est pas condamné définitivement. Il y a eu une nuit, celle qui a suivi immédiatement, qui aurait pu être une nuit de désordre public. Et je voudrais ici dire que le ministère de l'Intérieur s'est préparé immédiatement au fait qu'il pouvait y avoir des manifestations. Et donc il a mis en place un dispositif d'ordre public. Et cette manifestation, ou ces manifestations n'ont pas eu lieu, puisque ce que nous avons constaté dès la première nuit, ce sont des violences urbaines. À Nanterre, c'est tout à fait vrai, mais dans d'autres villes de France, par effet de mimétisme, très certainement, on y reviendra. Et donc la posture du ministère de l'Intérieur, qui était évidemment d'éviter un autre drame, passé à ma demande d'une position d'ordre public à une position de lutte contre les violences urbaines, ce qui explique à la fois la mobilisation de moyens extrêmement différents, mais aussi la stratégie mis en place par les préfets sous mon autorité et singulièrement par le préfet de police, même s'il n'a pas été le seul au rendez-vous, bien sûr, de cette action. Je voudrais remercier ici les préfets, les équipes de la Direction générale de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la préfecture de police, de la DGSI qui a été également mobilisée et l'ensemble, bien sûr, des forces de l'ordre, y compris des sapeurs-pompiers et des polices municipales qui ont contribué à ce travail. Nous avons connu pendant ces moments très difficiles, donc je peux compter ce moment difficile entre le 27 juin et aujourd'hui, Monsieur le Président, même si les 2 dernières nuits ont été extrêmement calmes. 23 878 feux de voies publiques, et singulièrement des poubelles, 12 031 véhicules incendiés, 2 508 bâtiments incendiés ou dégradés, dont 273 bâtiments qui appartiennent aux forces de l'ordre, police nationale, gendarmerie ou police municipale. D'ailleurs, les polices municipales ont payé un lourd tribut à ces attaques inacceptables.
105 mairies incendiées ou dégradées, 168 écoles ont fait l'objet d'attaques quelles qu'elles soient, et sur la même période, 17 atteintes aux élus ont été recensées par le ministère de l'Intérieur, dont bien sûr le cas de monsieur le maire de La Haye-les-Roses. Évidemment, devant une violence extrêmement forte et devant une posture d'interpellation exigée par mes soins, les services de la police nationale et de la gendarmerie ont procédé à 3505 interpellations, dont 1373 dans la seule zone de la préfecture de police, c'est-à-dire Paris et sa petite couronne, dû notamment au fait que nous avons demandé, comme chacun l'a vu, dès le deuxième jour, que les brigades d'intervention qui d'habitude sont utilisées en judiciaire, je parle du RAID, du GIGN, de la BRI ou des pelotons de la garde républicaine, ont été mobilisés dans toutes les villes de France et ont procédé à ces très nombreuses interpellations, je crois dans des conditions conformes à la loi et à la déontologie et au principe de proportionnalité que je leur ai demandé, même s'il peut y avoir des moments dramatiques, et évidemment on entend ici ou là le fait que cela puisse exister. Il n'y a à ma connaissance que 10 saisies de l'IGPN ou de l'IGGN, dans des cas particuliers pour l'instant pour lesquels je n'ai que très peu d'informations et pour lesquels d'ailleurs des enquêtes judiciaires sont ouvertes. Je veux donc remercier les policiers et les gendarmes puisqu'ils ont agi dans des conditions difficiles. On les a rappelés de leur congé, on a annulé des formations, on a rappelé des missions comme les CRS des plages pour que, bien évidemment, on puisse répondre à cette problématique. On a organisé des continuités de service qui étaient au-delà des horaires. Je saurais, Monsieur le Président, en tant que chef d'administration du ministère de l'Intérieur, les remercier symboliquement et plus que cela, évidemment, pour cette mobilisation, parce que c'est leur mobilisation et leur professionnalisme qui a permis de rassurer les élus, limiter les attaques, même si elles ont été extrêmement nombreuses, et, je veux le dire ici, augmenter un nombre d'interpellations jamais retenues, qui a permis une réponse pénale qui, je crois, est forte, même si je n'ai pas tous les chiffres et qu'on sait tous que la réponse pénale met du temps après les interpellations et les gardes à vue. Continuer un travail de police judiciaire, je reviendrai, monsieur le Président de la Commission des lois, parce que nous avons évidemment à travailler en judiciaire pour pouvoir interpeller dans la journée tous ceux qui commettaient des méfaits la nuit, et ça a contribué très largement, me semble-t-il, au calme. J'aurai quelques exemples à vous donner, et en confiant à la police judiciaire, je voudrais dire à M. Durin, peut-être avec facétie, s'il me le permet, en préfigurant la réforme de la police nationale, nous avons su, je crois, retrouver énormément de monde et notamment énormément interpeller de personnes dans la journée, calmant ainsi une partie des ardeurs des émeutiers et des délinquants. Et nous avons su, me semble-t-il, protéger quelques symboles extrêmement forts et nous avons vu transformer finalement ce mouvement qui était des mouvements d'attaque. Évidemment, c'est un peu caricatural parce qu'il faudrait regarder territoire par territoire des attaques symboles de la République, écoles, commissariats, mairies, brigades de gendarmerie, postes de police municipale, centres sociaux, en pillage de commerçants, qui était la deuxième phase, si j'ose dire, de cette série de nuits extrêmement difficiles. En quelques mots, Monsieur le Président, 45 000 forces de l'ordre ont été mobilisées. L'intégralité, je l'ai dit, des forces du ministère de l'Intérieur, avec votre travail des services de renseignement, une très bonne collaboration, non seulement avec le ministère de la Justice, mais avec les procureurs de la République, qui ont su, je crois, être au rendez-vous d'un travail très important fait par la police et par la gendarmerie, mais une sociologie qui interroge. La sociologie des délinquants, des émeutiers interroge. Sur ces 3500 interpellations, j'ai eu l'occasion de le dire, la moyenne d'âge est entre 17 et 18 ans. Elle a tendance à augmenter un tout petit peu, puisque aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous allons chercher en interpellation des personnes qui ont été soit par les travaux d'enquête technologique que chacun comprendra ici, récupérer des personnes un petit peu plus âgées. Mais le dernier comptage que j'avais, c'est que la première personne qui a été interpellée a 11 ans et la dernière a 59 ans. Et que s'il y a une moyenne de 17 à 18 ans pour ceux qu'on a arrêtés et qu'un tiers est mineur, vous aurez donc compris que les mineurs que nous avons interpellés sont extrêmement jeunes pour la plupart d'entre eux. Comme j'ai dit aux questions au gouvernement, Monsieur le Président, nous pouvons constater par ailleurs qu'à notre connaissance, seuls 10% des personnes que nous avons interpellées sont de nationalité non française. Et d'ailleurs, il y a eu 40 placements en centre de rétention administratif, ce qui est peu, avouons-le, sur 3500 personnes interpellées. Je voudrais aussi souligner que, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ma connaissance, 60% des personnes que nous avons interpellées n'ont pas de casier judiciaire et ne sont pas connues des services de police. C'est évidemment difficile d'aller plus au-delà
de la sociologie de ces personnes, puisque après les interpellations, ces personnes sont entrées dans un fichier qui s'appelle Cassiope, qui est un fichier judiciaire, et il appartient sans doute à Monsieur le garde des Sceaux donner des informations dans quelques jours, parce que je crois que c'est un peu trop tôt pour qu'il puisse le faire, sur la composition exacte des personnes, pour que nous comprenions leur origine géographique et les motivations éventuelles qui les ont amenés à commettre ces méfaits. Aujourd'hui, Monsieur le Président, la posture du ministère de l'Intérieur, c'est évidemment d'être extrêmement attentif. Ça repose sur 3 grands piliers. Le premier, c'est une présence des forces de l'ordre extrêmement forte sur le territoire national. Je constate avec vous que ni la Corse, ni les Outre-mer, à quelques exceptions près, un peu la Guyane, un peu la Réunion, mais très en deçà de ce qu'a fait la métropole. Donc il s'agit d'un sujet exclusivement métropolitain, ou quasi exclusivement métropolitain, resté très éveillé donc, pour la présence de voies publiques, et notamment la nuit. Je constate également, deuxième point, que le travail que nous devons mener aujourd'hui, c'est un travail de police judiciaire. Il y a énormément d'interpellations au moment où je vous parle de personnes qui sont confondues par la police technique et scientifique. Nous avons particulièrement mobilisé par les services, bien sûr, de la police judiciaire qui permettent ces interpellations. C'est pour ça que les chiffres d'interpellation augmentent. Ils ne correspondent pas à des nuits d'émeutes supplémentaires. Ils correspondent au travail de la PJ qui permet, après coup, d'interpeller les personnes. Je pense par exemple à la mairie de Mont-Saint-Barreul, où je me suis rendu. 9 personnes ont été arrêtées et vous aurez constaté qu'il s'agit de manière extrêmement majoritaire de mineurs. Et évidemment, ça pose un certain nombre de problèmes qu'on se posera sociologiquement et politiquement plus tard. Mais on a vu qu'en 48 heures, les services de la police étaient capables, alors qu'un feu avait ravagé une mairie, d'interpeller les personnes. Donc je voulais remercier vraiment la grande mobilisation des policiers qui font de la police judiciaire. Et puis, troisièmement, il s'agit évidemment de lutter contre tout ce qui contribue. Alors, ce n'est pas une réponse structurelle, Monsieur le Président, mais enfin, c'est une réponse conjoncturelle, à armer les émeutiers. On a eu peu de tirs contre les policiers et les gendarmes. Je veux cependant constater qu'à Nîmes, un policier a vu une balle de 9 mm dans son gilet pare-balles qui aurait pu lui coûter sa vie s'il n'avait pas été bien équipé. À Lyon, en tout cas dans les alentours de Lyon, il y a eu des tirs à la chevrotine contre des policiers qui ont blessé plusieurs policiers. On a vu ici ou là des alertes de personnes qui auraient eu des armes longues et ils se sont servis souvent pour détruire des bâtiments publics ou des caméras de vidéosurveillance parce que le travail des émeutiers était assez organisé, une fois qu'on s'attarde sur ce point aussi, sur le fait qu'ils détruisaient d'abord des caméras de vidéosurveillance, par exemple, avant d'intervenir. Et donc, nous n'avons pas vu, à ma connaissance, de tirs d'armes type Kalachnikov sur les forces de l'ordre, mais il est évident que c'est un risque très important. Mais en revanche, les mortiers ont été particulièrement utilisés, chacun a pu le constater. J'ai donc non seulement demandé le lendemain de ces émeutes de pouvoir faire que les préfets sur tout le territoire national empêchent la constitution de cocktails Molotov et donc ne vendent plus de l'essence en bidon dans les stations essence. La difficulté, évidemment, c'est que l'essence est parfois récupérée directement des voitures et donc ça limite la portée, mais enfin, c'était quand même déjà assez efficace. Et interdisent la vente, c'est pour ça qu'il y a des fermetures administratives de magasins dans vos territoires. Le contrôle aux douanes, et j'en remercie le ministère des Comptes publics pour les venues à l'étranger, je pense notamment vers l'Allemagne, la Belgique, qui permet d'acheter plus facilement des mortiers, mais également dans les tirs, dans les contrôles de relais postaux et de colis, puisque des commandes sont faites illégalement sur Internet, ou de transport de mortiers. Vous avez vu par exemple une affaire, puisque la police judiciaire suit désormais particulièrement ces filières, hein, il n'y a pas d'autre mot. Nous avons fait par exemple 300 kilos à Porte de Clignancourt ce matin ou hier soir, je ne sais plus, qui montre l'efficacité des services de police judiciaire. Il est évident qu'une partie des mortiers était stockée pour la nuit du 13 au 14 juillet et peut-être a été anticipée comme arme par destination. Je pense d'ailleurs à des élus qui ont été le fait de ces tirs dans la mer de Pontoise qui a été brûlée du fait d'un tir de mortier, par exemple. Chacun a pu le constater. Voilà, monsieur le Président, quelques mots. Le fait déclenchant, la façon dont le ministère de l'Intérieur a géré les choses et la façon dont il compte les gérer demain ou après-demain. Il est bien difficile de savoir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Nous constatons cependant un calme revenu partout sur le territoire national et nous sommes toujours évidemment extrêmement attentifs aux heures et aux jours qui viennent. Merci, Monsieur le Ministre. Plusieurs collègues ont demandé la parole. D'abord, Madame Jacqueline Eustache-Bregnaud, Monsieur Jérôme Durin, Madame Brigitte Lherbier, Monsieur François Bonhomme, Madame Marie-Pierre de la Gontrie, Madame Di Folco, Monsieur Alain Marc, Monsieur le Président Caner et Madame Assassi et Madame Gattel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci d'être venu devant nous aujourd'hui. Je sais que votre tâche n'est pas facile, mais la tâche des élus, dont je fais partie, n'est pas facile non plus.
Moi, tout d'abord, je voulais rendre hommage à la police, aux gendarmes, aux pompiers du Val d'Oise qui, depuis des nuits, ne dorment pas et font face à, comme vous l'avez dit, des émeutiers. Et je pense que chacun d'entre nous doit comprendre que la plupart des Français soutiennent tous ces effectifs de police, de gendarmerie et de pompiers, parce que ce qu'ils constatent aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a aujourd'hui des habitants qui s'expriment de manière assez effrayante, parfois, mais parce qu'ils sont exaspérés, les Français, aujourd'hui. C'est la réalité. Donc on a beaucoup parlé depuis quelques jours. Bon, je vous remercie, vous nous avez donné des informations. Certaines, on les avait, mais je vous remercie de les avoir expliquées. Je ne reviendrai pas sur le drame, parce que tout le monde constate que ce qui s'est passé est un drame. Mais est-ce que ça justifiait ce que nous avons vécu? Moi, je ne crois pas. Moi, je le dis clairement, ça ne justifie pas ce que la France a connu. Ce drame ne le justifie à aucun moment. Voilà, ça c'est clair. Alors, on s'est beaucoup posé de questions, effectivement, à juste titre, sur l'argent qu'on a dépensé depuis des années pour certains quartiers. Et je fais partie de ces élus qui s'est beaucoup battu pour la politique de la ville. Et je fais partie de ces élus aujourd'hui qui se questionnent beaucoup pour l'utilité de cet argent public qu'on a beaucoup dépensé. Donc aujourd'hui, je voudrais vous poser des questions parce qu'il y a des sujets dont on ne veut pas parler, Monsieur le Ministre, mais je souhaite qu'on en parle. Moi, je ne vis pas dans le 6e, dans le 7e ou dans le 8e, je vis dans le 95. Donc voilà, je voulais juste le préciser. Et moi, j'ai beaucoup travaillé pour faire en sorte que tous les enfants, quelle que soit leur origine et leur couleur de peau, vivent sur le code de la République, parce que je pense que c'est une chance pour tous les enfants de ce pays, quels qu'ils soient. Sauf qu'aujourd'hui, force est de constater que oui, vous allez me dire, la plupart des gens qui ont été arrêtés sont français, d'accord, mais ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Ils sont comment français? Et moi, ça m'interroge. Donc, je voudrais savoir quand même si, un jour, afin que nous puissions y travailler, nous allons pouvoir connaître quels sont ces enfants issus de l'immigration, pour lesquels probablement des choses ont été ratées, puisqu'ils ne se considèrent pas comme français, puisqu'ils ont une haine de la France que moi, élu, malheureusement, depuis quelques années, je n'ai jamais ressenti comme je le ressens aujourd'hui, cette haine de la France. Certains gamins dans les banlieues sont capables de dire à des gens d'origine africaine totalement intégrés, « Tu es noir dehors, mais tu es blanc dedans ». C'est pas neutre, cette phrase. Ce n'est pas neutre, cette phrase. Donc si on ne pose pas ça, si on ne dit pas ça, et si on n'essaye pas de comprendre qu'il y a quelque chose que collectivement on a raté, je pense que nous n'y arriverons pas. Donc pourquoi ne pas un jour avoir l'honnêteté de nous dire que la plupart des jeunes qui ont commis des exactions depuis 4-5 jours sont issus d'immigration, c'est une réalité, c'est factuel, et être dans le déni ne nous permet pas d'avancer. Voilà. Et moi, je me pose une question. Qui est responsable de cette haine de la France alors que ce pays a accueilli sans réserve, parce que c'est normal, parce que c'est la générosité de la France, leurs parents, leurs grands-parents, que ça n'a posé de problème à personne et que 2 ou 3 générations après, nous en sommes là. Donc ne pas vouloir nous donner les chiffres de ces mômes issus de l'immigration qui ont pillé, qui ont cassé, ne nous permettra pas d'avancer pour 2 raisons. C'est que ces enfants... Mais non, je voudrais juste finir. Ces enfants-là n'ont pas eu aussi, au sein de leur famille, une transmission de leur propre histoire. Parce qu'ils ont une histoire, ces enfants-là. Leurs parents ne sont pas arrivés par hasard, et c'est aussi aux parents de transmettre l'histoire familiale. L'histoire familiale, elle se porte, elle se transmet et elle se défend. Et si nous ne parlons pas de cette réalité-là, Monsieur le Ministre, nous n'y arriverons pas. Merci, Madame Eustache-Brinio. Monsieur Durin. Oui, pour être dans une réalité qui n'est pas alternative, parce que je crois qu'il n'y a quand même qu'une catégorie de Français, les Français, et puis il y a ceux qui sont les 10% qui ont été cités par le ministre, qui ne sont pas des Français, mais on ne va pas entrer quand même dans le détail génétique des populations dont on parle. Et un peu choquant les propos de notre collègue. Monsieur le ministre, je veux d'abord vous dire que nous sommes... satisfait du dispositif de sécurité qui a mis en œuvre. On sait que la situation était difficile pour les forces de l'ordre et qu'il a fallu beaucoup de coordination d'efforts de leur part, toutes catégories confondues, pour que la situation qui était bien mal engagée s'apaise, et on espère que l'apaisement durera. Je veux vous dire que j'ai observé dans mon propre département, à Mâcon, une excellente coordination sous la houlette du préfet entre différentes catégories de forces de l'ordre, les gendarmes mobiles, le GIGN, le commissariat local, la BAC. Il faut rendre hommage à tous ceux qui ont contribué au retour de l'apaisement. 3 questions en rafale. La LOPMI et l'article 435-1 du Code de sécurité intérieure. On a beaucoup débattu pendant la LOPMI du refus d'obtempérer. On était revenu sur la loi
de 2017. J'ai entendu le garde des Sceaux indiquer qu'il n'était pas hostile à un réexamen en la matière. Et notre proposition d'amendement et de modification du texte est toujours sur la table. Je voulais savoir si vous aviez des chiffres comparés des refus d'obtempérer pour ce qui concerne d'un côté la police et de l'autre côté la gendarmerie, qui pourrait peut-être nous éclairer sur la façon dont ça se passe sur le territoire national en la matière. Deuxième sujet, c'est celui des déclarations d'un bloc syndical majoritaire dans la police qui nous ont beaucoup choqués. Tout à l'heure, on s'est ému aux questions au gouvernement du syndicat de la magistrature et de ses propos. J'aurais aimé aussi qu'on puisse s'inquiéter de ce qui a été dit dans un tract où des syndicats policiers voulaient s'en prendre aux nuisibles, se déclaraient en guerre, voire en résistance. Voilà, je pense que c'est très inquiétant et je voulais savoir quelle est votre réaction sur ce sujet. Et puis, dans un paysage politique où il n'est plus d'extrême qu'à gauche, je voulais savoir ce que vous pensez des milices, des initiatives qui sont produites sur un certain nombre de territoires, où des citoyens, on sait qu'il y a eu quelques militaires à Lorient, se sont organisés spontanément pour venir en ordre aux forces de l'ordre. Là aussi, une forme d'inquiétude nous habite. Merci. Merci, Monsieur Durin. Madame Brigitte Lherbier. Oui, Monsieur le ministre, vous avez évoqué un nombre important de mineurs interpellés lors des émeutes. Le président Macron a insisté sur la reprise en main nécessaire de l'autorité parentale par les parents sur ces enfants délinquants. Je suis absolument d'accord avec ce besoin d'encadrement familial ou tout au moins un encadrement éducatif chargé d'autorité sur l'enfant. J'aimerais, Monsieur le ministre, que vous soyez quand même mon messager auprès de Monsieur le Président de la République pour évoquer le besoin d'entendre aussi les enfants en bas âge en souffrance dans leur foyer. 270 enfants sont sous ordonnance judiciaire de placement dans le Nord depuis plusieurs mois, considérés en grand danger, et ces ordonnances ne sont pas suivies d'effet, faute de place dans les foyers, largement occupés par les mineurs étrangers isolés, et par la difficulté à recruter des nouvelles assistantes familiales compétentes professionnellement et moralement. Si l'enfant est éduqué dans une violence dès son plus jeune âge, comment trouver un échappatoire? Rien n'excuse les dégâts occasionnés ces derniers jours, rien. Rien ne justifierait de ne pas appliquer des peines exemplaires tant aux mineurs violents qu'à leurs familles indifférentes à l'avenir de leur progéniture laissée à l'abandon. Rien, car ces actes sont inqualifiables, impensables, honteux. Et nous remercions les forces de l'ordre d'avoir été en première ligne. Merci aussi aux pompiers, aux élus, symboles visés par ces attaques. Mais on va devoir travailler ensemble pour sauver notre République. Le président Buffet et les membres de la commission des lois sont prêts à réfléchir sereinement pour éviter la reprise de ce genre d'attaque. Je pense qu'en amont, un travail de reprise en main de la situation de l'enfance en danger est inévitable. Les départements font de leur mieux, mais l'État doit les soutenir en priorité dans leurs actions. Les enfants en danger appellent depuis des mois, voire des années au secours. Le nombre de violences familiales explose. Les procureurs généraux viennent ici régulièrement l'évoquer au sein du Sénat. Ne laissons pas les enfants évoluer dans ces violences, car ils le reproduiront peut-être si rien n'est fait. Monsieur le ministre, vous qui êtes proche des concitoyens, et je suis bien placé pour le savoir à Tourcoing, transmettez à Monsieur le Président qu'il est grand temps de sauver les enfants en bas âge. Ces situations que je viens d'évoquer sont en parallèle de notre réflexion sur la violence de ces derniers jours. Mais tout est lié pour comprendre et travailler sur l'avenir. Il n'y a pas de question alors. Je voudrais savoir ce que vous Très bien. Que pensez Parfait. de tout ça? Non, c'était pour être sûr que j'ai bien entendu. Monsieur Bonhomme. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, comme beaucoup, en regardant les images de ces derniers jours, je me suis posé la question suivante. Comment un fait divers, tragique au demeurant, a pu mettre à feu et à sang tant de vies dans notre pays? Je crois que c'est la première fois qu'on a vu un tel déferlement de violence. Je suis comme la majorité des Français, la très grande majorité, j'ai un mélange de sidération, de stupeur, de tristesse et de solidarité totale à l'égard de nos forces de sécurité, policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers. Les dégâts que cela a occasionné sont considérables et il va falloir payer et remettre en état tous ces bâtiments publics, tous ces incendies, tous ces véhicules brûlés.
et indemniser tous les commerçants qui ont été fortement impactés. Naturellement, cela débouche sur beaucoup de questions et d'interrogations qu'il ne s'agira pas ce soir, avec une simple audition, d'essayer de traiter. Je pense que les semaines et les mois qui vont arriver vont être l'occasion vraiment d'aller sur le fond des choses. Naturellement, aussi, je voudrais ajouter que la colère ne saurait en aucun cas constituer un passeport pour la violence. De même que rien, absolument rien ne saurait justifier et excuser son usage débridé. Vous avez donc, Monsieur le Ministre, tout notre soutien sans restriction face à la façon dont l'ordre a été rétabli. Et si cela doit passer dans les prochains mois par une analyse profonde et nécessaire des causes, on pourra évidemment évoquer tout un tas d'institutions. Ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui est en cause. C'est la question, évidemment, de l'école, de notre rapport en France à l'autorité, à tout ce qui est vertical, à la contestation de toutes les figures de l'autorité, qu'elles soient juges, qu'elles soient professeurs, qu'elles soient maires ou qu'elles soient forces de l'ordre. Et qui a diffusé un sentiment de déresponsabilité générale. Et sur fond aussi, quand même, je voudrais le dire ici, d'un discours de complaisance ici et là qui consiste à faire porter la responsabilité sur d'autres causes qui ne sont pas majeures en l'espèce. Je parle de la cause du racisme, la cause de l'insuffisance de la politique de la ville, le mépris social ou la discrimination dont l'État serait l'agent. Tout cela relève de la simple dénégation du réel et nous mène tout droit à une forme d'irresponsabilité. Je rappelle qu'il y a une France qui est tranquille et qui est silencieuse, qui, elle, a été également sidérée par cette explosion de violence et qu'elle attend d'abord un retour à la paix, à l'ordre et à la sécurité, première des libertés. Je voudrais maintenant vous parler de 2 points et 2 facteurs particuliers qui me semblent avoir été assez nouveaux dans cette explosion de violence. D'abord, le jeune âge des émeutiers. Vous l'avez dit, un grand nombre de personnes interpellées ont moins de 16 ans ou moins de 17 ans. C'est une jeunesse ça a été indiqué par Le Monde, qui est devenu hyper connecté, mais dans le même temps complètement déculturé, complètement déstructuré socialement et dépourvu de toute retenue et totalement désinhibé. Je crois que là, ça marque vraiment et ça donne la mesure du renoncement d'un certain nombre de nos institutions qui ont été complètement affaiblies et affaissées. Je pense naturellement à l'école. Et puis une question particulière sur l'usage détourné qui a été fait par les mortiers d'artifice. Nous avons vu des images tout à fait spectaculaires où les émeutiers sont procurés moult et force mortiers d'artifice par tout moyen. Comment se fait-il qu'aujourd'hui on se procure en France aussi facilement, on achète aussi facilement sur Internet notamment, des mortiers d'artifice qui servent uniquement à cibler nos forces de l'ordre ? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez, depuis le début de ces difficultés et après la mort du jeune Naël, vous avez tenu des propos que, pour notre part, nous avons trouvés responsables, tentant évidemment, au fil des événements, de faire en sorte que la paix civile puisse revenir. Et on sait que dans ce type de circonstances, le pari n'est pas gagné d'avance et nous l'avons vu. Vous l'avez dit tout à l'heure de manière très responsable également, ce n'était pas exactement la formule, mais ce n'en était pas loin, bien malin celui qui pense avoir la solution. Vous n'avez pas utilisé exactement ces termes, mais c'était l'idée, bien heureux. Voilà. Donc effectivement, gardons-nous de tout simplisme et de toute solution magique. Il se pose cependant, me semble-t-il, d'ores et déjà 2 types de questions auxquelles il nous faut répondre. Quand je dis nous, c'est parce que nous considérons parlementaires que nous sommes aussi acteurs de tout cela. La première, c'est une question d'ailleurs que mon collègue Jérôme Durain vous a posée, et sans doute en raison du temps de réponse limité, vous n'avez pas pu y répondre complètement. C'est comment réconcilier la police et la population, puisque, sans être trop longue, nous voyons bien qu'il y a une difficulté de ce point de vue-là. Et évidemment, comment faire face à ce qui peut être perçu comme une discrimination, comme des pratiques discriminatoires qui sont documentées, et comment faire face à ces situations sans les nier, sans les caricaturer, nous ne les caricaturons pas, mais sans les nier, et je crains que certains ne les nient. La deuxième chose, c'est les modalités d'intervention des forces de l'ordre. Est-ce que vous ne pensez pas
qu'il est nécessaire, sans doute, de recadrer ou de préciser les modalités d'usage des armes par les forces de l'ordre. Sans doute que 3 séances de tir par an est largement insuffisant pour que les personnels soient en situation de réaction suffisamment adaptée. Et donc, au fond, toute la question de la formation des policiers est sans doute en cause. J'y ajoute sans doute la question de la rémunération et au fond de la considération que nous devons leur apporter. Et on peut retrouver le serpent de mer des millions d'heures supplémentaires qui ne sont pas payées. Et donc nous avons affaire évidemment à des forces de l'ordre exténuées et qui ont évidemment beaucoup plus de difficultés à accomplir leur mission sereinement. Voilà les 2 questions que je souhaitais poser. Madame de la Gontrie, Madame Catherine Di Folco. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, moi je suis inquiète parce que j'ai entendu, je crois que c'est samedi soir, un reportage radiophonique. C'était un journaliste qui était place Bellecour à Lyon et qui interviewait des jeunes, voilà, et ces jeunes disaient on ne va pas y aller ce soir hein, parce qu'ils sont trop nombreux. Effectivement, il y avait beaucoup de forces de police, il y avait le RAID, la BRI sans doute, je ne sais plus exactement. Ces jeunes disent on ne va rien faire ce soir, ils sont trop nombreux, on revient. Mais t'inquiète pas, disent aux journalistes, ne t'inquiète pas, on va revenir, quand ce sera le moment, on reviendra. Donc moi, j'allais dire, je suis inquiète parce que vous n'allez pas pouvoir disposer des dispositifs que vous avez mis en place, que la préfecture a mis en place ad vitam aeternam. Donc, dès que les dispositifs seront allégés, ça risque de reflamber de nouveau. Donc, que pensez-vous faire pour éviter? Merci. Merci, Mme Di Folco. Monsieur Alain Marc. Merci, Président. Je souhaite d'abord, bien évidemment, comme d'autres collègues, rendre hommage ici aux forces de l'ordre, aux sapeurs-pompiers, et dire à Monsieur le Ministre que, bien évidemment, nous le soutenons les uns et les autres ici, sur tous ces bancs, dans les actions qu'il peut avoir pour protéger les biens et les personnes sur notre territoire. Nous sommes ici au Sénat les représentants institutionnels et constitutionnels des communes. On sait le rôle essentiel que représentent les maires au niveau, certes, des équipements publics pour le mieux vivre de nos populations, mais aussi dans les nombreux litiges qu'ils parviennent à résoudre, faisant ainsi œuvre de justice de paix, celle qui a disparu dans les années 50. Je crois savoir que vous avez donné des consignes aux forces de l'ordre afin que les élus soient protégés, eux qui sont aujourd'hui pris pour cible par ceux qui ne supportent pas notre démocratie. Pouvez-vous nous dire quelle forme prendra désormais cette coopération? D'autre part, comptez-vous travailler avec le ministre de l'Éducation nationale, cela rejoint des questions qui ont été préalablement posées, afin que nos institutions soient aussi à nouveau apprises dans les programmes scolaires et que leur portée symbolique et nécessaire au fonctionnement de notre société soit assimilée. Merci, Monsieur Marc. Le président Caner. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Premier mot pour, non pas répondre à Mme Eustache-Brinio, mais quand même pour rappeler cette phrase qui dira sûrement des choses à certaines personnes, je la cite. Nous pensons que l'immigration fait partie de la France et des Français depuis toujours. L'immigration est un fait qui fait aussi la France, qui a fait son passé et qui fera sans doute son avenir. Il ne sert à rien d'être contre. Que veut dire être contre le mouvement des hommes sur la terre? Gérald Darmanin, décembre 2022, Assemblée nationale. Monsieur le ministre, j'aurais pu signer votre déclaration. Je le dis très simplement et je pense qu'il ne faut pas avoir, notamment entre sénateurs, madame, ma chère collègue, des propos caricaturaux qui ne font que mettre de l'huile sur le feu. Je le dis et je ferme la parenthèse en la matière. Et je vous invite à lire l'excellent ouvrage de monsieur Errand, François Errand, professeur au Collège de France, sur l'immigration, le grand déni. Je reviens à notre sujet initial, Monsieur le Ministre. Nous chercherons à comprendre les causes et analyser et porter des propositions. D'ailleurs, dans ce cadre, au nom de mon groupe, j'ai demandé l'organisation d'un débat parlementaire dans le cadre de l'article 50-1 de la Constitution. J'espère que Madame Borne pourra répondre à cette sollicitation qui relève de sa seule autorité. Néanmoins, nous avons eu une rencontre de travail avec le Premier ministre il y a 48 heures à Matignon avec l'ensemble des présidents de groupe et j'ai pu rappeler au nom de mon groupe, ici représenté par Madame de la Gontrie et Monsieur Durin, je
me retourne pour savoir. Non, a priori. J'ai interpellé, comme vient de le faire d'ailleurs notre collègue Durin, sur la formation des policiers, sur l'interprétation et l'évaluation de l'article 435-1 du Code de la sécurité intérieure, mais j'ai eu une question complémentaire sur un sujet bien précis, mais qui prend toute sa place et son importance dans le débat de ce jour, à savoir le développement et la généralisation des caméras piétons. Je ne vous cache pas ma surprise à la réponse qui m'a été faite par la Première ministre, me disant oui, les caméras piétons sont totalement généralisées, opérationnelles. Moi, j'y suis très favorable, et depuis la loi égalité et citoyenneté de 2017, que nous avons portée sur cette partie-là avec Bernard Cazeneuve. Et j'ai donc interrogé la Première ministre sur le fait, est-ce que les 2 motards incriminés à Nanterre portaient les caméras piétons? Ils n'en portaient pas. Et par définition, elles n'ont pas été enclenchées puisqu'ils n'en portaient pas. Nous considérons que les caméras piétons ne sont pas l'alpha et l'oméga des solutions, mais permettent sûrement d'apaiser une relation entre un contrôlé et des personnes qui portent ce contrôle. Et la réponse de la Première ministre m'a un peu étonné, mais je ne veux pas vous mettre en difficulté, Monsieur le Ministre, mais me disant, mais quand on est motard, on ne porte pas de caméras piétons. Je ne vois pas ce qui, techniquement, laisse à penser que pour des motards, il y aurait un empêchement technique à porter les caméras piétons. Et je pense que l'enquête judiciaire ne peut pas se baser uniquement sur de la vidéosurveillance ou sur des visios faites par des citoyens qui étaient présents à ce moment-là. S'il n'y avait pas eu de vidéosurveillance et s'ils n'avaient pas été présents, ces citoyens filmant la scène, qu'est-ce qu'on aurait pu interpréter du sujet? Donc je serais heureux de vous entendre en la matière. Merci. Madame la Présidente Assassi. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Bon, je vais me répéter, d'autres l'ont dit avant moi, et c'est bien que nous le partagions. Rien ne justifie effectivement les violences, mais quand même, rien ne justifie aussi la mort d'un enfant de 17 ans. Il faut que les choses soient quand même claires de ce point de vue-là. Alors, moi aussi, j'étais à la réunion convoquée par Madame la Première ministre mardi dernier et je lui ai dit que nous avions déjà traversé deux phases. La première, c'est la phase de l'émotion et la seconde, ce sont les violences inadmissibles que je condamne très fortement et je ne reviens pas sur tout ce qui a été saccagé dans notre pays et les attaques scandaleuses contre des élus. Et donc si la situation est moins tendue aujourd'hui, je crois que nous devons être clairvoyants, nous ne sommes pas à l'abri d'une possible troisième phase. Donc dans ces conditions, je pense qu'il faut rapidement apporter des réponses à court, à moyen et à long terme. Pour rester sur le champ de la sécurité, parce que j'aurais pu venir aussi sur d'autres champs, mais sur celui de la sécurité et du maintien de l'ordre, je sais que l'équation entre la prévention, l'accompagnement et la protection que doivent porter la police, cette équation, c'est un véritable défi à relever par les policiers eux-mêmes au quotidien. C'est un métier difficile d'être policier. Et je trouve que la situation est d'autant plus inquiétante que certaines personnes de la classe politique en rajoutent, font de la surenchère, des amalgames douteux, des propos qui, bien évidemment, encore une fois, font le lien entre sécurité et immigration. Avec tout le respect que j'ai pour vous, Madame Eustache-Brinio, et je ne reviendrai pas sur les propos de M. Caner, mais vous voyez, dans une cour d'école ou à la sortie de l'école, quand un gamin de 8 ans qui a le teint un peu bronzé, on pense que c'est un immigré, alors que c'est son arrière-grand-père qui est arrivé en France. C'est pas son grand-père, c'est pas son papa, c'est son arrière-grand-père. Ce môme est français. Je suis française. Je suis française. Et je suis à l'ESSI, c'est la question. C'est ce que vous avez évoqué, Madame Eustache-Brinio. Et je dis attention, attention, attention. Vous mettez de l'huile sur le feu avec vos propos. Madame Assassi a la parole. Ben oui, c'est sérieux. Bien évidemment que c'est sérieux. Madame Assassi, j'en prie. Bien évidemment. Donc, et puis je crois qu'en tant qu'homme et femme politique, et surtout en tant que parlementaire, on ne peut pas s'exonérer d'un certain nombre de choses. Certes, le gouvernement propose des lois, mais ces lois, ce sont les parlementaires qui les votent.
Donc nous sommes responsables aussi de la situation. Nous avons des responsabilités et il serait quand même assez inquiétant de s'exonérer de ces responsabilités. Nous votons la loi et donc les missions qui sont confiées aux policiers, c'est nous qui leur avons conféré ces missions. Et donc, Monsieur le ministre, moi, vous savez, j'ai plusieurs dadas concernant les policiers. Celui de la formation, bien évidemment, des policiers. Je pense qu'il faut la renforcer tout autant que la durée de formation. Et puis, celui du retour à une police de proximité. Je suis désolée. Depuis qu'il n'existe plus de police de proximité partout dans notre pays, les liens se sont délités entre la jeune... Je n'ai pas dit que c'était la faute à Sarkozy, Madame Eustache-Brinio. Vous savez, j'ai l'ouïe très fine. Mais c'est un constat. Depuis qu'il n'y a plus de police de proximité dans notre pays, les liens se sont délités entre les forces de police et la jeunesse. Et moi, j'aimerais bien que Monsieur le ministre réponde, est-ce qu'il a l'intention de revenir à cette fonction de nos policiers? Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente Gatel. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci très sincère pour votre total engagement et votre transparence, et merci aussi à toutes les forces de l'ordre qui sont si sollicitées, si éprouvées et parfois même accablées. Mes collègues ont chacun évoqué un angle des choses et ceci montre bien que nous devons être aujourd'hui dans une approche systémique parce que je crois que les causes et les réponses sont multifactorielles et qu'au-delà de la crise que nous traversons, je pense que le mal est profond et que la révolte sous toutes ses formes, y compris dans nos campagnes, parce qu'aujourd'hui on parle des révoltes urbaines, il y a quelque temps on parlait de la révolte des ruraux, tout cela couve et chacun de nous entend des personnes extrêmement modérées aujourd'hui dire que demain elles voteront différemment et qu'il n'y a plus aucun tabou sur certains sujets et qu'il y a une attente très forte de retour à l'ordre, de retour au vivre ensemble. Et l'ordre, vous l'avez dit vous-même, et la sécurité sont la meilleure protection des plus faibles. En tout cas, si on s'intéresse à la situation et au comportement des plus jeunes, en Afrique, je crois que l'on dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et je pense que c'est très vrai. Je pense, Monsieur le ministre, vous êtes en charge des questions de sécurité, mais on ne peut pas ne pas parler de tout le reste, notamment en matière de prévention. La famille est le premier lieu d'éducation. Il ne viendra à l'idée de personne de rejeter le principe de responsabilité individuelle. Et moi, je suis très sensible à l'interpellation de notre collègue qui parle de la nécessité parfois de protéger les enfants et de les mettre à l'abri et leur donner une chance de s'émanciper et de s'éduquer, parfois, hélas, en quittant leur famille pour aller dans des lieux qui sont des lieux d'éducation qui doivent être positifs. La deuxième chose, Monsieur le ministre, c'est que je rejoins un peu la présidente Assassi. Dans les zones de gendarmerie, nous voyons que les gendarmes vivent au milieu de la population. Moi, j'étais maire, j'ai vu le chef de gendarmerie jouer au foot avec d'autres. Ses enfants allaient à la même école. Moi, je ne souhaite pas transformer le policier en coach sportif, mais il n'empêche que quand vous rencontrez les gens au quotidien dans votre vie, vous les regardez de manière différente et vous n'êtes plus face à face dans des moments de tension et de violence. Et moi, je crois à une présence, appelons ça la police de proximité, sans connotation d'époque. Voilà. Mais je crois qu'il y a sans doute là de la prévention qui donnerait un rôle sans doute différent à la police, mais nous préserverait. Enfin, Monsieur le ministre, dernière question. Alors, elle ne s'adresse pas à vous, mais encore une fois, moi, je pense que vous êtes au centre de tout et qu'il y a une vraie question sur la mixité. Oui, au centre. Moi, je suis très contente qu'on dise ça. Bien heureux celui qui est au centre, Monsieur le ministre. Bref, je reviens, Madame de la Gontrie, à mon propos. Je pense qu'on a un vrai sujet sur les conditions de vie et l'assignation à résidence de certaines personnes à la campagne comme à la ville. Et je pense que si nous confions aux élus locaux la gestion notamment du logement social, je pense qu'elle serait plus heureuse parce qu'il y aurait une mixité sociale qui serait pratiquée en matière de dentelle
Et je pense que sans doute qu'il y aurait moins de tensions et moins de ghettos. Qu'en pensez-vous, Monsieur le ministre? Parce que ça devait se terminer par une question. Je vous remercie. Merci. Dernière intervention, Madame Dominique Vérien. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, moi, je voudrais tout d'abord saluer en fait les habitants de ces quartiers politiques de la ville qui, pour beaucoup, se sont engagés pour sauver des bâtiments et ne pas forcément laisser faire, essayer d'empêcher toutes ces détériorations, car ils n'ont pas oublié qu'ils en étaient les premières victimes et nous ne devons pas l'oublier non plus. Donc je voulais le saluer. Derrière ces émeutes, il semblerait qu'il y ait quand même une organisation, facilitée par les messageries ou les réseaux sociaux soit, mais une organisation. Et d'ailleurs, le fait que vous ayez tout d'abord arrêté des jeunes et que plus vous avancez dans vos investigations et plus vous arrêtez des plus vieux, montre là encore qu'il doit bien y avoir une organisation. Alors, quel est ce type d'organisation? Est-ce que ce serait lié au trafic de drogue, comme on le dit souvent? Qui profite de ce chaos? Par ailleurs, on voit, vous l'avez dit vous-même, que les forces de sécurité intérieure ont saisi encore 300 kilos de mortier, si j'ai bien compris. Sont-ils en train de se réarmer? Doit-on effectivement le craindre? Et ça, je me fais donc l'écho de ce que vient de dire notre collègue Catherine Di Folco. Et donc, que faire pour anéantir le pouvoir de ceux-là? Et enfin, j'arrive aux mères célibataires. Alors, je crois vraiment à l'autorité parentale et je ne crois pas qu'une mère soit forcément plus faible qu'un homme, mais malgré tout, le maire de La Île-et-Rose l'a dit lui-même, certaines mères n'y arrivent plus, voire sont elles-mêmes victimes de leurs enfants, qui souvent sont tombés sous l'influence de ces fameux organisateurs dont je parlais un peu plus avant. Alors moi, je vais vous parler des pères. Où sont-ils, les pères? Et permettez-moi de pousser un coup de gueule quand je vois le père de Noël qui se porte partie civile. Il ne faut quand même pas avoir beaucoup de fierté pour ne pas avoir été là pour élever son enfant, mais essayer de profiter de sa mort. Merci, Madame Vérien. Bien, nous avons eu, Monsieur le Ministre, 11 interventions. Il vous appartient maintenant de répondre. Un peu plus de 5 minutes, quand même. Merci, c'est gentil. Merci, Monsieur le Président. Peut-être deux mots généraux et puis répondre à chacune de vos questions. Il a été fait référence dans les médias et vous-même ici ou là par vos interventions aux émeutes dites de 2005. Je voudrais comparer des choses et évidemment dire qu'il y a des choses très différentes. En 2005, il y a 21 jours d'émeutes et au bout du 10e jour, le gouvernement de la République, sur demande du président de la République, si je me rappelle mon histoire politique, impose à son ministre de l'Intérieur de l'époque l'état d'urgence. On voit que d'ailleurs, ça a duré malgré l'état d'urgence, puisqu'il y a eu plus de jours d'émeutes après qu'avant. Et chacun se rappelle sans doute que c'est une vague de froid extrêmement forte qui a calmé une partie des ardeurs des délinquants ou des émeutiers de l'époque. Ils étaient plus âgés, beaucoup plus âgés qu'aujourd'hui. J'ai demandé qu'on me sorte les comparaisons, je ne les ai pas encore, mais à coup sûr, ils étaient plus âgés. Moins de villes étaient concernées. Chacun se rappelle d'ailleurs que Marseille, à l'époque, n'avait pas connu d'émeutes, parce qu'on expliquait que le trafic de drogue calmait les ardeurs de ceux qui voulaient être émeutiers. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il me semble que LCI devait être la seule chaîne d'information continue, mais je n'ai plus de bons souvenirs. En tout cas, ce n'était pas tout à fait le monde médiatique et le même nom de mimétique. Et il y avait malgré tout, à l'époque, d'abord, de la part, me semble-t-il, des décideurs politiques, un défaut de jugement sur ce qui était arrivé dans l'affaire initiale, et par ailleurs, qui a sans doute contribué à l'excitation et à la délinquance, et par ailleurs, à la fin, je constate qu'il y avait aussi des revendications sociales, d'où les plans, et notamment, chacun s'en souvient, des fameux plans Borloo et autres, qui ont répondu à ces difficultés. Là, nous avons des choses très différentes, 4 jours d'émeute. Nous avons, jusqu'à présent, pas utilisé l'état d'urgence. D'ailleurs, je constate que si personne nous reproche, parfois ça nous est reproché médiatiquement, mais nous reproche d'avoir pris l'état d'urgence, je ne suis pas sûr qu'il nous aurait beaucoup aidé. Et d'ailleurs, je n'ai pas proposé au président de la République et à la Première ministre, puisque l'état d'urgence avait comme grand avantage, comme dans un état d'urgence terroriste, de faire des perquisitions administratives, l'idée de donner aux ministres de l'Intérieur les pouvoirs qu'ont les procureurs de la République ou les juges. Comme là, il n'y avait pas d'organisation criminelle
tel que nous l'avons vu. Il y a d'autres organisations, j'y reviendrai, Madame la sénatrice, les perquisitions administratives, sauf, et en ma part, à l'instant où nous en parlions, n'étaient pas d'une utilité, d'une grande efficacité. Et j'ai fait le pari que la démonstration de force et d'interpellation était de nature à calmer une partie des émeutiers, dont je veux dire ici que d'après les services du ministère de l'Intérieur, mais ce sont des chiffres qui forcément ne sont pas scientifiques, ils étaient entre 8 000 et 12 000. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. C'est des groupes très mobiles, souvent cagoulés, mais on ne peut pas considérer qu'il y avait des centaines de milliers de personnes dans ces quartiers où des millions de personnes vivent qui se sont rebellées contre la République. Donc je pense que même si les images sont extrêmement choquantes, même si les agitations et les dégradations sont extrêmement fortes, même s'il y a 800 policiers et gendarmes blessés, fort heureusement, aucun n'a le pronostic vital engagé, je veux ici dire qu'il s'agit de tout au plus de quelques milliers de personnes qui ont commis ces difficultés. Ce qui est à la fois un problème très important et en même temps ne permet pas de mettre dans le même sac tous les habitants des quartiers populaires. Bon. Le deuxième sujet que je voudrais évoquer avec vous, c'est celui de la police. Bon. D'ailleurs, je profiterai peut-être pour répondre à Madame de la Gontrie. Je m'en excuse auprès du sénateur Durin, qui connaît le respect que m'inspire son travail, si je n'ai pas été très complet pendant la question au gouvernement, évidemment. La police nationale et avec la gendarmerie, je trouve que le débat police-gendarmerie, d'ailleurs, Madame la sénatrice, je l'entends monter, mais il n'est pas très correct. D'abord parce qu'il y a 25% de délinquance en zone gendarmerie, 75% en zone police. Chacun s'accordera à dire que ce n'est pas le même type de délinquance. Deuxièmement, il y a encore quelques années, vous discutiez avec le ministre de l'Intérieur de l'époque de la réforme de la gendarmerie nationale, puisque dans l'affaire dite Traoré à Persan, c'était exactement les mêmes discussions, autour d'un supposé racisme, d'une supposée mauvaise interpellation. Il y a du bon dans la gendarmerie nationale, il y a du bon dans la police nationale. Je crois qu'ils ne font pas totalement le même métier. Je veux constater avec vous cependant que 80% d'interventions des gendarmes mobiles sont en zone police. Et d'ailleurs, quand on dit il y a un rapport police-population, je pense que s'il y en avait un, on peut toujours en discuter d'ailleurs. J'aime pas trop ce mot parce que pour moi, la police et la gendarmerie, ils sont dans la population, ils ne sont pas à part. Ils ont des enfants qui vont à l'école, ils ont des habitations, ils ont des maris, des femmes, des parents. Ils changent de métier, ils sont issus de la population. Ce n'est pas une population à part. Ils ne rentrent pas dans le caserne, dans le commissariat sans jamais rencontrer leur boulanger ou leur voisin. Bon, donc je trouve que les distinguer de la population est insultant pour eux. Mais je comprends ce qu'on veut dire par ce mot. Je ne veux pas le rejeter par principe. Je crois qu'il n'y a pas dans le statut militaire de la gendarmerie nationale, dans sa formation, des choses qui expliqueraient que ça irait mieux avec des gendarmes qu'avec des policiers, puisqu'on peut trouver bien des exemples qui montrent que dans les villes qui se sont agrandis et qui sont en zone gendarmerie, c'est le cas dans, je prends l'exemple de Libourne, par exemple en Gironde, ou c'est le cas de Persan, ils connaissent ces mêmes difficultés. On peut sans doute inspirer ici ou là des pratiques des uns et des autres, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une martingale quelque part. Bon. Et en disant ça, j'ai le plus grand respect, bien sûr, pour le travail des gendarmes, pour le travail des policiers. Le but du ministère de l'Intérieur, c'est de prendre le meilleur des deux forces, et pas le moins bon des deux forces, parce qu'il y a aussi le moins bon de chaque côté. C'est pour ça qu'il faut faire très attention dans le rapprochement. On aura l'occasion sans doute de parler de la philosophie du ministère de l'Intérieur plus tard. Je veux dire que la police, si on veut bien mettre ça à son crédit, elle est le réceptacle de tout ce qui n'a pas allé jusqu'à présent dans la société. Pour moi, je vais prendre un exemple qui voudra parler à ceux qui sont attentifs aux questions médicales. Ce sont les urgentistes de la société. Si quelqu'un fume toute la journée, boit toute la journée, est stressé, et en surcharge pondérale, et vit dans des conditions de non-respect de son corps, il ne faut pas s'étonner qu'il fasse une crise cardiaque ou un AVC. Qu'est-ce qu'on fera? On appellera les pompiers ou le SAMU. Ils interviendront le plus rapidement possible, espérons-le, avec la formation la plus efficace possible, espérons-le, avec les technologies les plus modernes possibles, espérons-le, et ils sauveront pas la vie de cette personne. Si cette personne meurt, nous serions bien... comment dirais-je? Ce serait bien méchant de considérer que c'est l'urgentiste qui n'a pas su le sauver et qu'il faudrait davantage encore le sélectionner, davantage encore exiger des choses de lui. Sans doute qu'il peut encore s'améliorer, être plus rapide, avoir de meilleurs moyens, être plus attentif à la médecine. Mais enfin, ce n'est pas lui personnellement qui est responsable de cette mort. Et si cette personne ne meurt pas et qu'il l'a sauvé, ce n'est pas lui qui va lui faire changer d'attitude, de ne plus boire, de ne plus manger, de maigrir. C'est son médecin généraliste. C'est ses habitudes alimentaires, c'est peut-être même ses parents, c'est peut-être même son mode de vie. Donc je pense que la police cristallise, quand je dis la police, ce sont les forces de l'ordre, cristallise
évidemment des faits médiatiques est extrêmement complexe. Le ministère de l'Intérieur est un ministère où tous les jours, il se passe de très nombreuses horreurs que fort heureusement toute l'opinion ne connaît pas, parce que je crois qu'elle serait alors aussi déprimée que les membres de mon cabinet, bien évidemment. Mais c'est l'arrivée, et après la police, chacun le sait, la justice, l'arrivée de toutes les difficultés que la société n'a pas su régler avant. Donc moi, je veux bien tout ce qu'on veut, et les policiers parfois connaissent des difficultés fortes, y compris dans leur vie personnelle, parfois de management qui sont extrêmement toxiques. Mais je pense qu'avant de poser ce genre de questions, on pourrait se dire qu'ils ont une charge et une surcharge physique et psychologique très grande. Quand l'éducation va mieux, quand l'intégration a réussi, quand le logement est efficace, parce qu'on sait tous qu'il y a des liens entre tout ça, et d'autres encore, alors je crois qu'il y aurait moins de travail pour nos policiers. Alors cependant, pour répondre à la question de Mme de la Gontrie, très concrètement. Madame de la Gontrie, merci des propos que vous avez tenus, et merci d'ailleurs au groupe socialiste au sens large et à tous ceux qui sont ici d'avoir tenu ces propos. C'est un policier qui a été mis en examen, ce n'est pas tous les policiers qui ont été mis en examen. Alors, est-ce qu'un policier peut commettre des erreurs? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a à améliorer la formation? Sans aucun doute. D'ailleurs, nous avons proposé 4 mois de plus, on a proposé la formation continue de plus, vous l'avez voté, je vous en remercie. Faut-il faire davantage? Sans doute. Sans doute. Faut-il mieux sélectionner les policiers? Très certainement. Je constate avec vous, si vous me le permettez, que je suis à la tête d'un ministère où, à part les commissaires de police, ceux que nous recrutons, c'est souvent des enfants, pour reprendre notre mot, de 18, de 19, de 20 ans, qui n'ont pas fait de très grandes études et qui choisissent le service de la nation par la police et la gendarmerie. Je ne suis pas à la tête du ministère de la Justice, où les gens passent des concours à Bac+4, Bac+5, ou à l'Éducation nationale, où les gens sont très mal payés, par ailleurs, comme les policiers, mais enfin, ils ont un capital social très important. Mettons-nous quelques instants à la place d'une majorité de jeunes qui choisissent le service de la police et de la gendarmerie que nous devons former, nous. Donc oui, ça demande une exigence supplémentaire, parce qu'en plus, ces personnes ont la contrainte légitime des armes, et donc par ailleurs une responsabilité supplémentaire. Et à nous de savoir pourquoi et pour quelles raisons ils veulent rentrer dans la police et la gendarmerie. C'est la première question que je pose à des policiers, à des gendarmes quand je les croise dans l'école. D'ailleurs, on est tous toujours très touchés par un certain nombre de témoignages, et il y a parfois des questions qu'on peut se poser. Donc, je veux dire que oui, on doit améliorer sans cesse, et ce ne sera un travail jamais terminé, le travail des policiers et des gendarmes, sans aucun doute. Je suis le premier à ne pas accepter à son instant qu'on tutoie les personnes. C'est inacceptable qu'on ait 15 ans, qu'on soit étranger en situation irrégulière ou qu'on soit président directeur général d'une société, on ne peut pas tutoyer les personnes. Alors évidemment, c'est plus facile à dire dans les fauteuils du Sénat que sur le terrain, mais c'est l'honneur de la police nationale. Nous ne sommes pas une bande rivale contre une autre bande rivale. C'est d'ailleurs pour ça, M. Durin, et vous le savez, que j'ai pris un certain nombre de décisions lorsque j'ai vu des policiers manifester en cagoule. On n'est pas une bande rivale contre une autre bande rivale. C'est pas ça la République. Donc oui, il faut sans cesse améliorer un travail difficile de formation des policiers. Oui, vous avez raison, Madame la Gontrie, 3 tirs administratifs, c'est pas assez. Notamment les tirs dits en mouvement, parce que c'est ça la difficulté. Quand je suis arrivé au ministère de l'Intérieur, Madame la Gontrie, 60% des policiers seulement avaient leurs 3 tirs administratifs. C'est leur administration qui est responsable de leur sécurité. Et la première chose que fait l'IGPN ou l'IGGN, c'est de vérifier que le policier a fait 3 tirs administratifs. Et s'il ne l'a pas fait, il le sanctionne. Mais ce n'est pas lui qui refuse de faire 3 tirs administratifs. C'est qu'il n'y a pas assez de stands de tir. C'est qu'il n'y a pas assez de temps pour la formation. C'est nous, les employeurs de ces policiers, qui sommes responsables. Vous avez raison, il faut largement améliorer ça. Je crois que la loi que vous avez votée nous permet de le faire. Vous avez raison aussi également, il faut sans doute que nous nous posions des questions de compréhension du monde dans lequel vivent les policiers et les gendarmes. Peut-être que le policier et le gendarme, et c'est le cas de toute personne qui travaille finalement dans sa filière professionnelle, ne se pose pas assez de questions, parce que par manque de temps, par manque de formation, par manque d'action de son administration, par management aussi, la question dans quel monde il évolue. Mais cependant, Madame de la Gontrie, accordez-moi quand même qu'on ne peut pas tout à fait dire qu'il faut changer les lois. J'entends la question sur la loi de février 2017 que le gouvernement de M. Cazeneuve a proposée, dans d'autres circonstances, très certainement. Ce n'est pas parce qu'un policier ne respecte pas la loi qu'il faut changer forcément cette loi. D'ailleurs, je constate que beaucoup veulent que désormais je légifère sous le coup de l'émotion. Non, beaucoup. J'ai dit beaucoup. Ce monsieur, ce policier, qui encore une fois a droit à la présomption d'innocence, et je ne suis pas procureur de la République, je ne suis pas juge, n'a manifestement, de mon point de vue, et je ne suis pas spécialiste au sens formateur de la question, mais j'ai évidemment posé des questions avant d'apporter une réponse publique,
n'a seulement pas respecté la loi de 2017. Parce que quelqu'un ne respecte pas une loi, il faudrait la changer. C'est absurde. Si quelqu'un fait du 180 km/h sur l'autoroute, baisser la vitesse excessive de 130 à 120 ne résoudra rien, puisque par définition, il ne respecte pas cette vitesse. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir aux conditions d'emploi des forces. Je dis que ça me paraît une réponse trop rapide et trop facile, premièrement. Deuxièmement, je veux dire ici que l'intervention de la police nationale et gendarmerie, c'est la conséquence de 10 ans de difficultés entre pays qui ont commencé avec les attentats. Les attentats terroristes, un certain nombre de violences inexcusables qui relèvent très souvent des violences urbaines, qui relèvent très souvent des forcenés, parce que le premier travail des policiers et des gendarmes, c'est souvent intervenir sur des forcenés, où ils ouvrent le feu. Des refus d'obtempérer. Alors j'ai bien compris les questions qui m'ont été posées, je vais vous donner les réponses, j'espère, les plus précises possibles. Sur les refus d'obtempérer, en 2022, il y en a eu 25 800 faits connus par les services de police et de gendarmerie, c'est-à-dire en moyenne un refus d'obtempérer tous les 20 minutes. 5 329 dans des circonstances exposant directement à autrui le risque d'un mort. De 2016 à 2022, il y a eu une hausse de 5,8% pour les refus et 27,3% d'augmentation pour les faits de refus d'obtempérer dans les circonstances exposant directement quelqu'un à la mort. Et si je prends le travail qui est fait par les policiers, donc parce que je vous ai donné les chiffres refus d'obtempérer simples, et c'est ceux qu'on a constatés, ce n'est pas ceux qui existent au sens où les policiers et gendarmes ne sont pas là, qui amènent un policier demandant de s'arrêter en ayant constaté l'infraction, on constate qu'ils ont augmenté 226%, et de même que le nombre de récidives par le même conducteur d'un véhicule ont augmenté de 155%. Dans ces conditions, est-ce que les policiers et les gendarmes, notamment la loi depuis 2017, augmentent leur intervention pour tirer? La réponse est non. Là encore, je veux dire que dans le débat qu'on a eu, c'est faux. Ce n'est pas parce qu'un policier n'aurait pas respecté la loi de 2017 qu'il y a eu une augmentation, comme je l'ai lu, par 5 des tirs, en zone police comme en zone gendarmerie. En 2013, c'est le dernier, enfin le chiffre plutôt que j'ai, 226 déclarations de tirs opérationnels et accidentels de manière générale. Usage sur véhicules en mouvement, 133. En 2016, donc au moment où j'imagine le gouvernement de M. Cazeneuve a été inspiré pour reprendre sa législation, 255 tirs administratifs, 313 usages de l'arme volontaire opérationnelle en police et en gendarmerie, 181 sur véhicules en mouvement. En 2017, l'année de la loi, 394 tirs opérationnels, 429 usages de l'arme volontaire opérationnelle, et sur les véhicules en mouvement, 255. Prenons l'exemple, alors 2020 c'est une année Covid, ne me paraît pas une bonne comparaison, mais 2021 qui était une année Covid à moitié, 290 tirs opérationnels, 341 usages volontaires opérationnels, 201 sur véhicules en mouvement, 2022 qui est une année pleine, sans Covid, 285 déclarations de tirs opérationnels, 317 usages d'armes opérationnels, 168 véhicules en mouvement. C'est-à-dire que la police et la gendarmerie, c'est le contraire de ce qu'on raconte. Il y a de plus en plus de refus d'obtempérer et ils utilisent de moins en moins leurs armes. Ça, c'est la vérité des chiffres. Et j'ai le détail, police et gendarmerie, si vous le souhaitez, monsieur le sénateur, je vous les passerai. C'est exactement la même chose. Dans les deux façons, il n'y en a pas une qui augmente et une qui baisse, les deux baissent. Donc, je crois qu'on peut se poser des questions, encore une fois, ministre de l'Intérieur, devant l'incroyable force qu'ont les forces de l'ordre, par définition, et la contrainte légitime que nous consent le Parlement, on peut se poser toutes les questions qu'il faut. Après, vous êtes d'accord avec moi que la loi que vous venez de voter n'a pas encore produit ses effets, puisque nous sommes dans la première année budgétaire de cette transformation. Et encore une fois, nous avons augmenté de 4 mois la formation, c'est-à-dire on a augmenté d'un tiers, nous avons augmenté de 50% la formation continue. Mais je veux dire que la police et la gendarmerie, contrairement à ce que j'ai entendu, et c'est tout à fait faux, ne tirent pas plus qu'avant. Et oui, les refus d'obtempérer augmentent bien plus qu'avant. Ça pose des tas de questions. Les gens qui conduisent sans permis, les gens qui viennent de cambrioler, les gens qui ont de la drogue, les gens qui ont de l'alcool, les gens qui ne respectent plus aucune autorité. C'est tout à fait vrai. Il y a sans doute beaucoup de raisons à ces refus d'obtempérer. Mais il n'est pas vrai, comme j'ai lu et relu et re-relu, que nous augmenterions les consignes de tir les consignes et donc les tirs sur les refus d'obtempérer. Alors, d'autres questions ont été posées. Alors, Madame Stage-Brignot, vous posez une question difficile,
Je vais essayer de répondre non seulement ce que je pense, mais ce que je crois être la vérité. Je n'ai pas de réponse scientifique puisque, par définition, nous n'avons pas encore le retour exact de l'intégralité des personnes que nous avons interpellées. Je veux ici vous dire que le président de la République a demandé au garde des Sceaux et à moi-même, postérieur aux interpellations, au travail de la justice, de faire très rapidement une étude sociologique pour savoir qui sont ces personnes. Et je suis certain que le président de la République nous autorisera à rendre publique cette étude sociologique. Je veux dire, en dehors du travail des policiers et des gendarmes, que des gens extérieurs puissent regarder ce qui s'est passé. Moi, je n'y ai pas vu. J'ai fait une quinzaine de commissariats en 4 jours, la nuit. Et la première chose que je fais quand je vais au poste de garde, c'est que je demande la liste des personnes qui sont gardées et qu'est-ce qu'ils ont fait. Jusqu'à présent, on m'a beaucoup dit que c'était des gens pour violence intrafamiliale. On peut tous faire l'expérience, vous êtes parlementaire, vous y allez quand vous le souhaitez, bien évidemment, c'est la loi de la République. J'ai regardé, et faites-le dans vos commissariats, dans vos brigades de gendarmerie, qui sont ces gens? Oui, il y a des gens qui, apparemment, pourraient être issus d'immigration. Mais il y a eu beaucoup de Kevin et de Mathéo, si je peux me permettre. Il y en a eu aussi. Et l'explication n'est pas l'explication seulement identitaire me paraît très erronée. Je ne veux pas ici dire... Je pense qu'une explication identitaire serait se tromper. Et puis surtout, je pense que ce serait une critique assez forte de ce qui s'est passé auparavant, parce que si je fais un rapide calcul, 17 ans de moyenne, c'est-à-dire qu'ils sont nés sous la présidence de Jacques Chirac. Ça veut dire que reprocher aujourd'hui, imaginer, légiférer immédiatement sur une question migratoire me paraît déjà trop tard, Madame la sénatrice, si jamais c'était votre solution. En revanche, la question de l'intégration et de la réussite de l'assimilation est une question intéressante. Et je crois que la poser simplement en termes identitaires serait une réponse trop facile. Mais encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut se poser sur les questions. Est-ce que l'explication sociale est la seule réponse? Je ne le crois pas totalement non plus. D'abord, ce serait une insulte extrêmement forte à tous ceux qui, issus des familles très modestes, travaillent et respectent l'ordre. Et ce n'est pas parce qu'on connaît des situations très modestes qu'on attaque des bibliothèques, qu'on attaque des CCAS. On a attaqué des CCAS. Voilà, chacun sait ce que ça veut dire. Des postes dans des quartiers populaires. Et vous savez, très concrètement, moi, dans ma ville, ou dans la ville de Reims que j'ai été visiter dans le quartier populaire, attaquer les 2 postes des 2 quartiers populaires, c'est-à-dire que les minima sociaux, qui sont parfois critiqués, c'est-à-dire des mandats que ne toucheront pas les gens, leur propre famille. Donc l'explication ne peut pas être que sociale. Étant issu d'immigration, par ma famille, et étant issu d'une famille modeste, par ma famille, je pense qu'il y a une part de liberté de chaque individu de se sortir de son déterminisme et que c'est le travail de la République de l'aider à sortir de ce déterminisme. Il peut y avoir des réflexes identitaires ou communautaires, il peut y avoir des réflexes de classe sociale, mais je crois que le principe de la République, c'est de ne pas discriminer les gens, soit par leur classe sociale, soit par leur classe d'origine ethnique. Je ne suis pas naïf, Madame la sénatrice, je dis juste que je ne veux pas confondre les choses. Il me semble, j'ai toujours combattu les discours qui consistaient à dire qu'il y avait des gens qui, intrinsèquement, si j'ose dire, essentiellement, au sens de l'essence, étaient prédéterminés. Sinon, on aurait du mal à comprendre comment beaucoup d'entre eux servent dans l'armée française, dans la police française. Moi, je sais bien, je ne sais pas ce que vous avez dit, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'enfants issus de l'immigration que je croise dans les couloirs de la police nationale, que je croise à la BRI, que je croise à la gendarmerie nationale, que je croise dans les armées. Et je crois que c'est une question plus d'intégration et d'action que fait la République pour les aider à s'intégrer, de responsabilisation des personnes individuellement, que de déterminisme d'origine ethnique ou sociale. Je veux dire à M. Durin que je pense que j'ai répondu sur le refus d'obtempérer, on peut en parler à l'envi et sans doute de manière un peu plus calme, que j'ai été en désapprobation du communiqué du syndicat Alliance. Et que j'ai dit même sur une chaîne de grande écoute, puisque c'était au journal de télévisé de TF1, que ce n'était pas mes mots. Après, moi, monsieur le sénateur, j'ai 2 réflexions personnelles. La première, c'est que la liberté syndicale, elle est pour tout le monde. La liberté syndicale, elle est pour tout le monde. Je ne corrige aucun communiqué d'aucun syndicat. Bon. Oui, encore heureux, mais on voudrait que je corrige les communiqués du syndicat Alliance. Je ne suis pas adhérent du syndicat Alliance, ni des autres syndicats par ailleurs. Et ce n'est pas à moi de faire la police de la pensée. Ils ont sorti un communiqué, il y a une discussion politique. Je crois qu'ils s'attendaient à cette réaction politique, point. J'ai dit aux responsables d'Alliance, pour qui personnellement j'ai le plus grand respect, comme pour tous les syndicats de policiers qui font un travail très compliqué, très difficile, et qui défendent l'intérêt des fonctionnaires de police, que ça ne me paraissait pas les mots que j'aurais utilisés dans le contexte, en plus, dans lequel nous étions. Point. Une fois que j'ai dit ça, je veux aussi dire par ailleurs
que beaucoup de policiers et beaucoup de gendarmes, tout en ayant peut-être un avis identique à celui du communiqué du syndicat Alliance, ou considérant que les politiques n'en font pas assez, ou considérant qu'ils subissent beaucoup de difficultés, ou considérant, comme dirait Mme de la Gontrie, elle a parfaitement raison, même si nous augmentons cette rémunération, qu'ils sont mal payés, beaucoup de policiers et de gendarmes ont été malgré leur opinion politique, philosophique ou religieuse, totalement au rendez-vous de ce qu'a demandé la République. Moi, je n'ai pas eu un mouvement de grève, un mouvement de désapprobation. Et encore une fois, je veux le redire, même s'il y a 10 enquêtes IGPN et IGGN, et il faut qu'elles aillent jusqu'au bout, avoir des dizaines de milliers d'interventions pour avoir 4000 interpellations, dans un contexte où les maisons brûlaient, où on envoyait le raid pour libérer des élus dans des mairies, où on envoyait le GIGN pour pouvoir arrêter des émeutiers. Les types du GIGN que j'ai croisés, excusez-moi, c'était que des garçons à Torcy, m'ont expliqué que dans des communes où ils sont allés, il y avait 50 émeutiers, ils étaient 4. Bon, et ils ont arrêté ces personnes pour brûler une mairie ou pour brûler une médiathèque. Moi, je veux leur dire que j'ai très bien compris qu'ils avaient été au rendez-vous de la République et qu'ils avaient compris qu'on avait besoin d'eux. Une fois que j'ai dit ça, les syndicats, ils ont la liberté de dire ce qu'ils souhaitent et vous avez la liberté, bien évidemment, monsieur le sénateur, de critiquer ce sujet. Les milices que vous évoquez ont existé, à Angers et à Chambéry notamment, documentées par le ministère de l'Intérieur. Nous avons procédé à des interpellations. Nous avons présenté ces personnes devant la justice. Nous verrons bien quelle réponse pénale ils auront. Je veux aussi dire que des militants d'ultra-gauche, comme l'a dit monsieur le président de la commission des lois, ont participé de façon extrêmement rare, mais quand même, à des attaques. Je pense au quartier du Mirail à Toulouse, notamment tout au début, ont essayé de faire ce qu'on appelle une convergence des luttes. Ils n'y ont pas réussi. Et je veux dire ici que moins de 2% des personnes que nous avons interpellées sont connues des services de renseignement. Et à ma connaissance, un seul fichier S. Donc on voit bien qu'il n'y a pas eu de convergence des luttes, même si ça avait été souhaité. Donc oui, les milices d'extrême droite doivent être absolument combattues. Nous regarderons d'ailleurs comment on peut documenter d'éventuelles dissolutions s'il existait des groupements faits ou des associations. On y travaille en ce moment, monsieur le sénateur. Et oui, le combat contre l'ultra-gauche qui profite et qui veut mettre bas notre système républicain doit être également combattu. Je veux dire par ailleurs qu'il y a eu effectivement à Lorient manifestement une mobilisation hors dehors de tout cadre, bien sûr, de certains militaires. Je remercie le ministère des Armées d'avoir ouvert une enquête sur ce qui s'est passé à Lorient à notre connaissance. Je ne peux être que d'accord avec l'intervention de Mme L'Herbier, et pas simplement parce que je suis grand électeur du Nord, hein, monsieur le président de la commission. Je n'ai pas dit pour qui je votais. Je n'ai pas dit pour qui je votais, monsieur le président Caner. Et j'ai remarqué qu'en ce temps de campagne sénatoriale, vous avez dit du bien du ministre de l'Intérieur et vous l'avez même cité. Je saurai m'en souvenir. Je saurai m'en souvenir. D'autres convergences. Je veux dire à Mme L'Herbier qu'elle a, je crois, parfaitement raison. Et que là aussi, je serais assez curieux de savoir, et peut-être que l'étude commandée par le président de la République nous permettra d'y répondre, combien de ces adolescents ou jeunes adultes faisaient partie de l'aide sociale à l'enfance, ou en tout cas ont connu un parcours parental extrêmement détérioré. Peut-être que non. Peut-être qu'on peut considérer, vous connaissez bien ces sujets, que lorsqu'on connaît des difficultés extrêmement fortes quand on est enfant, on a tendance à les reproduire. Philippe Séguin a une jolie phrase, il disait « l'adulte est toujours l'enfant qu'il était ». Je pense que c'est vrai, et d'où l'importance des parents, évidemment, et du cadre familial. Sur les mortiers, monsieur le sénateur Bonhomme, je pense avoir répondu tout à l'heure aux questions du gouvernement, il faut absolument changer cette législation qui nous permet peut-être de réglementer, bien sûr, ce travail de poursuite et d'action. On en reparlera. Le président de la République nous a dit travailler. Sur la question de l'action, et vous parlez de l'action à Lyon, madame la sénatrice, moi, là aussi, c'est une étude que j'ai demandée au ministère de l'Intérieur. J'ai eu l'impression confusément dans les remontées, j'ai fait 5 nuits de suite dans les centres opérationnels, que là, des villes qui avaient des caméras de vidéosurveillance et les villes qui permettaient à la police nationale d'intervenir sur les caméras de vidéosurveillance, je pense à la ville de Lyon qui ne le permet pas, madame la sénatrice, je crois qu'on a été plus efficace que les villes qui n'avaient pas de caméras de vidéosurveillance en nombre ou qui n'ont pas permis à la police d'intervenir. C'est un fait. Je suis désolé de le dire, c'est un fait. Donc je crois que pour corroborer ces faits forcément confus et peut-être avec un biais psychologique de ma part, nous avons aussi demandé de regarder arrêt des émeutes, travail de la police judiciaire et présence de caméras de vidéoprotection pour que la représentation nationale, puisqu'on a souvent ce débat, puisse avoir ces éléments. Le président Caner a évoqué
La question des caméras piétons, il a 1000 fois raison. Moi, je salue le travail qu'a fait le ministre et le Premier ministre Cazeneuve dans la loi qui a permis ces caméras piétons. Quand je suis arrivé au ministère de l'Intérieur, il y avait 11 000 caméras piétons. Il y en a désormais 53 000 et ils vont continuer à augmenter. Je passerai, monsieur le sénateur Durin connaît ça, sur le fait que les caméras piétons d'alors n'étaient pas très performantes. Elles ne couvraient pas les vacances. Enfin, on essaye. Donc on a relancé le marché, on a rééquipé tout ça. Elles sont désormais individualisées. On sait quelle caméra, ce qui n'était pas le cas auparavant, appartient à qui et dans quelles conditions. Demain, c'est aujourd'hui, puisqu'on le fait déjà dans quelques commissariats, grâce à la loi sécurité globale, que vous n'avez pas voté, mais ce n'est pas très grave. Mais le président de la commission des lois et la majorité l'ont voté, mais je sais que ce point aurait pu être partagé. On va pouvoir avoir le contenu des caméras en direct également dans les centres opérationnels. Et donc évidemment, la consigne du ministre de l'Intérieur, comme pour le port du RIO, et pour répondre à M. Durin, il a vu que j'ai rappelé à tous les effectifs qui devaient évidemment le porter, c'est de porter ces caméras piétons. Oui, comme vous, Monsieur le Président Caner, j'ai été extrêmement surpris que les motards de la DOPC ne les portent pas. Je pensais au début à une faute de la hiérarchie. Ce n'est pas vrai. Pourquoi ils ne le portent pas? Je me suis aperçu d'alors, comme quoi j'avoue bien volontiers une erreur, et j'aurais dû, tel un maire, tous les jours dans les rues, regarder ce qui se passait dans sa ville, parce que les équipements des motards, et pas que de la DOPC, de tous les motards, est telle qu'il ne permet pas de mettre le harnais qui permet de mettre la caméra. C'est un problème technique, bien évidemment qu'on peut le résoudre. Bien sûr que les motards doivent porter leur caméra piéton. Comme je suis ministre et que je n'ai pas tendance à regarder en dessous pour voir qui a fauté, je dis maxima mea culpa. Nous allons changer ça. J'ai donné comme consigne que d'ici la fin de l'année, évidemment, tous les motards, police et gendarmerie, puisque c'est le cas partout, y compris dans la gendarmerie nationale, quand ils ont leur manteau de protection, parce qu'évidemment, quand on est motard, on peut tomber. Alors, vous connaissez ces difficultés, et ce n'est pas n'importe quel métier, et puis c'est très difficile d'être motard. Ils puissent porter, évidemment, leur caméra piéton. Donc vous avez ainsi votre réponse, et je ne peux être que d'accord. Pour terminer, je crois alors il y a la question de l'organisation, puis il y a la question de Madame Assassi, la présidente Assassi. Moi Madame la présidente Assassi, je n'ai pas d'idéologie pour la police. Moi, ce que je veux, c'est que ça fonctionne dans les meilleures conditions possibles. Pour avoir été maire d'une commune importante qui connaît des difficultés, qui a été aussi durement touchée, moi, il me semble que mon commissariat, c'est des policiers de proximité. J'ai des BST et ils font un travail de proximité. Ils connaissent les noms des médiateurs, des habitants, et ils sont présents dans leur territoire. Et que ce n'est pas le travail des policiers que de faire médiateur social, parce que c'est un autre travail. Et d'ailleurs, on ne demande pas au médiateur social de faire policier. Il me semble que la police municipale, Madame la Présidente, c'est une forme de police de proximité. Et je suis toujours étonné quand il y a des maires qui disent qu'il faut davantage de police de proximité quand ils ont 100, 200, 300 policiers municipaux. Je me dis, bah tiens, c'est bizarre parce que c'est comme le travail que doit faire aussi une police municipale, qui doit arrêter de demander toujours, à mon avis, davantage de moyens, si elle n'est pas déjà capable, et beaucoup le font, et très bien, un travail de proximité. Maintenant qu'il faille augmenter les effectifs pour qu'ils soient plus en présence et moins en intervention, la réponse est oui, c'est ce qu'on essaye de faire. Pourquoi on crée plus d'effectifs de police nationale? C'est pour qu'il y ait des policiers qui, bien sûr, fassent des interpellations et d'autres qui soient en lien de présence de voie publique, ce qu'on appelle plus de bleu dans la rue. Et ce n'est pas la façon dont on donne des consignes, Madame la Présidente, il faut bien comprendre ça, qui permet de passer d'une police soit à une autre. C'est juste le manque d'effectifs structurels global que nous avons qui ne permet pas de répondre à tous les appels 17 ou à tous les appels de la police judiciaire ou à tous les appels d'interpellation pour qu'il y ait des policiers de proximité ou de présence qui puissent, eux, aller dire bonjour aux commerçants, être présents en bas des tours des quartiers ou simplement discuter avec les élus. Ce n'est pas une question de consigne donnée par le ministre de l'Intérieur, par les préfets. C'est juste qu'on n'a pas assez d'effectifs au moment où je vous parle, dans les grandes agglomérations notamment, pour répondre à toutes les interpellations du 17. Et ce serait intéressant d'ailleurs que je puisse vous livrer des augmentations crescendo, parce que tout le monde appelle le 17 désormais, et on l'a vu d'ailleurs sur les violences intrafamiliales, et c'est très bien, et la présence. Donc on a un problème de RH dans la police nationale, à coup sûr, et d'ailleurs on essaie de le réparer peu à peu. Donc je veux bien en discuter à l'envi, Madame la Présidente, mais vous savez, moi je suis toujours étonné de deux choses, deux petits faits, comme dirait Stendhal. Le premier, c'est un reportage que j'ai vu à la télévision, et c'était très étonnant. Il y avait un monsieur cagoulé qui parlait à une chaîne d'information en continu, et qui disait « Ouais, les policiers, ils n'arrêtent pas de nous contrôler. On ne fait rien, on ne fait que vendre du shit. »
Alors évidemment, si on a un rapport avec la police qui consiste à ne pas contrôler ceux qui vendent de la drogue, on va avoir un problème, parce que la police de proximité ne peut pas passer à côté et dire « Tiens, moi je suis de proximité, donc quand je vois un fait, je n'interviens pas ». Deuxièmement, j'étais au commissariat de Dreux. Parmi les très nombreux déplacements, j'arrive à l'étage du commissariat de Dreux, et puis il y avait, je viens pour dire bonjour, le procureur de la République, il vient de me saluer. Et à côté, il y avait une policière qui faisait l'audition, un jeune, il doit avoir 14-15 ans, je crois. Sa maman est l'avocate. Et la maman me dit « Monsieur le ministre, c'est incroyable, pourquoi on est là? Mon fils n'a rien fait. » Et là, l'autorité judiciaire rappelle quand même devant le ministre que, si, son enfant, à 3 h du matin, était dans les rues de Dreux et se servait dans des commerces qui étaient pillés. Et elle a répondu « Attendez, il n'a rien fait. Il venait juste de prendre se servir, parce que c'est pas lui qui a cassé la vitre. » Donc je pense qu'il y a sans doute une part d'amélioration du travail du ministère de l'Intérieur, je ne veux pas sous-estimer ce propos. Mais il y a une part de la population qui ne reconnaît plus l'autorité du tout. Et il y a une part de la population, Madame la Présidente, pardon de vous le dire, qui est parfois complice de sa progéniture. Nous avons des témoignages de parents qui se servent pendant ces émeutes. J'ai un témoignage de la police de Paris il y a 48 heures qui m'explique qu'ils sont allés interpeller un jeune mineur responsable d'avoir cassé un magasin. Ils sont allés chez lui. Le père ne s'est jamais levé du fauteuil où il regardait sa télévision. Et lorsque les policiers lui ont dit qu'il venait pour interpeller un de ses enfants, il a dit « Lequel? Qu'est-ce qu'il a encore fait ?» sans jamais se lever, sans jamais éteindre la télévision. Quand vous avez ce genre de témoignage de policiers, vous vous dites qu'on peut toujours améliorer la formation de la police nationale, mais peut-être qu'il y a aussi une part pour la société, me semble-t-il, que ne peut pas répondre la population. Et puis enfin, sur l'organisation, je dis à Madame la sénatrice que c'est sans doute pas une organisation, sauf si je me fais démentir par le travail judiciaire, évidemment, donc sous toute réserve, parce que c'est assez frais, au sens où nous l'entendons, au sens où c'est organisé, avec des gens organisés, avec du financement organisé, que c'était préparé. Bon. C'était sans doute spontané. D'où le fait que les perquisitions administratives de l'état d'urgence ne m'ont pas paru évident. Ça aurait été une atteinte aux libertés publiques sans pour autant l'inefficacité du travail de la police. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut jamais l'utiliser, je dis juste que là, j'ai considéré que je n'avais pas besoin de ça pour établir l'ordre. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était une organisation au sens réseau du terme. Et je crois que là, les réseaux sociaux, au sens très large, interpellent dans leur effet mimétique, bien sûr, la compétition, qui explique sans doute une mobilisation de certaines villes moyennes qui n'existaient pas en 2005, mais aussi par les messages qui se passaient. Et vous savez, je vais redire une chose que j'ai déjà dit en commission des lois. Je sais que les sénateurs sont particulièrement attentifs aux libertés publiques. Je voudrais redire d'ailleurs que le ministre des libertés publiques, c'est moi. Le ministre des libertés individuelles, c'est le garde des Sceaux, mais la direction des libertés publiques, c'est au ministère de l'Intérieur. Les écoutes téléphoniques à la papa, ça marche très peu désormais. Tout le monde s'appelle sur WhatsApp, sur Telegram, sur Signal, sur les messageries dites cryptées ou sur les réseaux sociaux type Facebook, Snapchat, Instagram. Le ministre de l'Intérieur n'a pas les moyens légaux, vous le savez très bien, de regarder ces échanges d'informations-là. Il peut le faire que dans un cas très précis, qui est un cas terroriste que vous lui avez accordé. Donc je veux dire aux Français qui reprochent pourquoi ils n'interviennent pas. Je suis un ministre qui applique les lois de la République, je suis le pouvoir exécutif, une petite parcelle. Je peux faire de la captation dite à distance, rentrer dans les téléphones pour des sujets terroristes. Et très contrôlés. Je demande des mises sur écoute ou des surveillances des réseaux sociaux qui sont ensuite signés par 3 autres personnes et par une autorité administrative indépendante que vous auditionnez d'ailleurs périodiquement. Donc on ne fait pas ça à la légère. Après, il y a le pouvoir judiciaire, c'est un autre sujet. Je ne peux pas demander qu'on regarde Instagram, Facebook, Snapchat, WhatsApp, Signal, votre téléphone, dans des cas de grande violence urbaine, de délinquance, de trafic de drogue. Donc je pense qu'il y a une question à vous poser, mesdames et messieurs les sénateurs. Si vous voulez que la police ait les moyens, sous le contrôle du juge et sous le contrôle des autorités administratives indépendantes, puisse casser les réseaux très importants de trafic, et notamment de trafic de drogue, il va falloir bien un jour étudier la possibilité que la police et la gendarmerie aient des yeux pour voir et des oreilles pour écouter dans le cadre de la législation et dans le cadre du respect, comme on l'a fait dans le cadre des écoutes téléphoniques, par exemple. Et sinon, pourquoi ?
qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va se retrouver dans la même situation qu'aujourd'hui. On ne peut pas prévoir ce qui se passe, on ne peut pas savoir ce qui se passe, et c'est qu'au bout de 48 heures où on a interpellé les personnes et on a ouvert des enquêtes judiciaires, et comme l'a exprimé le garde des Sceaux avec des mots fleuris, qu'on a pu péter les comptes. Je crois que c'est ce qu'a dit le garde des Sceaux dans un langage clair. Oui, mais en judiciaire. Le judiciaire est donc toujours la conséquence d'un fait. Là, vous me demandez à moi des comptes en tant que ministre de l'Intérieur. Donc, permettez-moi de vous dire que tant que nous resterons dans ce genre de fonctionnement, nous aurons des résultats judiciaires, mais après des faits. Si vous voulez l'administratif, comme vous me le permettez en écoute téléphonique classique, si vous voulez le faire avant les faits, il faudra donner les pouvoirs un jour à la police et à la gendarmerie. Encadré. Je sais que c'est une question très compliquée. Et je ne veux pas ici faire d'annonce particulière. J'ai eu déjà l'occasion plusieurs fois, Monsieur le Président de la Commission, de l'avoir dit en 3 ans que je vous fréquente et que j'ai l'honneur de venir devant votre commission. Donc il y a eu organisation au sens réseau moderne du terme, avec sans doute des mots du genre on va d'abord casser les caméras de vidéoprotection, on va se coordonner pour attaquer la mairie machin, bah non il y a le raid, donc du coup on va aller au commerce bidule. C'est ça l'organisation. C'est une organisation de volée de moineaux. C'est pas une organisation au sens criminel du terme. Peut-être que demain ça évoluera en ça, je ne sais pas. Mais cette organisation, elle a été très difficile dans la mesure où les services de police et de gendarmerie ne peuvent pas. C'est pas qu'ils ne peuvent pas au sens technique, mais ils ne peuvent pas au sens légal. Regardez ce qui se passe sur ces réseaux que nous utilisons tous. Et si nous, notamment vous, les utilisez pour votre vie quotidienne, vous imaginez que ceux qui ont des choses à se reprocher les utilisent pour d'autres raisons. Et donc je soumets à votre sagacité cette réflexion, parce que je crois que ça explique bien des choses aussi dans le fonctionnement de ces émeutes délinquantes. Pour toutes ces explications, la réponse aux questions. Sans doute que nous aurons l'occasion d'en redébattre et que lorsque, notamment, vous aurez d'autres éléments, supplémentaires. Mais en toute hypothèse, au moment de lever cette réunion, je voudrais redire notre entier soutien, mais notre volonté aussi d'aller beaucoup plus loin et d'aller beaucoup plus loin surtout sur l'analyse de fond et la vérité des situations pour tenter d'apporter une réponse qui soit pérenne et évidemment qui soit surtout adaptée. Merci à vous. Merci.